Bernard Feltz, biólogo y filósofo belga, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, se centra en la filosofía de la ecología, las cuestiones bioéticas y las relaciones entre ciencia y sociedad. Hola, muy buenos días. Bienvenidos al Festival Abril Internacional, que el día de hoy abre sus puertas a un gran y excelente expositor a nivel mundial. Permítanme presentarles al doctor Bernard Feltz. Para nosotros es un gran honor, pero créanme, un gran honor que el día de hoy el doctor Bernard Feltz, biólogo y filósofo belga, profesor de la Universidad Católica de Lovaina, que se centra en la filosofía de la ecología, las cuestiones bioéticas y las relaciones entre ciencia y sociedad, haya permitido, nos esté permitiendo eh, eh, deleitarnos por una conferencia el día de hoy. Créanme que el doctor Bernard Feltz hace un gran esfuerzo por estar presente el día de hoy. Él es un ponente regular en conferencias de la UNESCO y de grandes organizaciones. Sin más, les dejamos con la presentación del doctor Bernard Feltz. Hello, Mr. Bernard Feltz. How are you? Very good, thank you, thank you. Well, Perfect. For us here in the Festival April International is a great honor, and we are very happy with you. Your conference is a great moment for this festival, and everybody are very crazy for wait for your presentation. Could you start now? Time is for you. Feel free and thank you start. very much. Thank you very much. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais dire tout d'abord combien je suis moi-même très heureux d'avoir été invité à participer à votre festival et c'est avec grand plaisir que je vous propose cette intervention. En fait, le titre que j'ai proposé, c'est Crise écologique et crise de la modernité. En fait, attendez, j'essaie de faire passer une... Cependant, je ne parviens pas à faire bouger le... Comment on passe d'une dia à l'autre? Ah, voilà. Excuse me, little technical problem. Donc, depuis 1970, disons, c'est clair qu'il y a une sorte et je préciserai pourquoi cette date plus tard, il y a une sorte de modification profonde du rapport à la nature dans la culture occidentale. Alors, mon propos sera en un premier temps d'essayer de caractériser les divers rapports à la nature que l'on trouve actuellement dans la culture occidentale depuis 1970. Je vais proposer ça sous forme d'un historique, mais c'est pour préciser 4 types de la nature qui sont toujours bien présents dans les débats actuels. Rapport à la nature qui inclut d'ailleurs le rapport à l'animal. Ça sera une manière de préciser la crise du rapport à la nature et la crise écologique. Mais pour beaucoup de philosophes, la crise écologique est une crise liée à la crise de la modernité, du projet moderne. Et ma deuxième partie portera précisément sur la question de la modernité et en quoi la crise écologique peut être interprétée comme une dimension de la crise de la modernité. Et en une troisième partie, je vous proposerai, au fond, quelle posture d'ouverture est possible. Et je vous proposerai le concept de modernité critique qui me paraît à la fois, si vous voulez, susceptible de permettre de solutionner la crise de la modernité elle-même et en tout cas de donner les fondements théoriques pour une prise au sérieux
de la crise écologique. Voilà donc le plan que je vous propose. Passons donc à la première partie, les rapports humain-nature et rapports humain-animal. Le premier rapport à la nature que je voudrais proposer, c'est le rapport cartésien à la nature. Cartésien, ça veut dire qu'il remonte à Descartes. Comme vous le savez sans doute, Descartes est un philosophe du XVIIe siècle, contemporain de Galilée. Et on ne peut rien comprendre à Descartes si on ne pense pas Descartes comme un penseur de l'affaire Galilée. Les méditations cartésiennes datent de 1637, alors que l'affaire Galilée, le procès de Galilée, date de 1633. Il y a donc un sens à considérer les méditations cartésiennes comme une réflexion sur ce qui s'est passé au moment du procès de Galilée. Or, qu'a fait Galilée? Galilée, vous savez que c'est un physicien qui propose les premières lois de la mécanique au niveau de la physique. Ça veut dire qu'à partir de Galilée, la physique, la physis, donc la nature, devient un ensemble d'objets. Chaque objet étant caractérisé par sa masse, ramené au centre de gravité, un ensemble d'objets en mouvement, et dont on peut prédire le comportement en fonction des lois du mouvement précisément. Autrement dit, on peut dire que Galilée a procédé à une sorte de mécanisation intégrale de la nature physique. Descartes est un grand admirateur de Galilée. Et sur le plan strictement scientifique, on verra plus tard des aspects plus philosophiques, mais sur le plan strictement scientifique, Descartes propose une méthodologie pour essayer de construire une science du vivant. Au fond, Descartes dit, les biologistes ont à faire dans le domaine du vivant ce que Galilée a fait dans le domaine de la nature inerte. Ça veut dire que pour Descartes, le vivant, c'est quoi? C'est de la matière inerte organisée de manière compliquée. Si vous voulez, on a un peu l'image de l'horloge. Qu'est-ce que c'est qu'une horloge? C'est un ensemble d'engrenages organisés de manière telle que le résultat final, c'est un cadran avec deux aiguilles qui indiquent l'heure. Bon. Mais pour comprendre le fonctionnement de l'horloge, on n'a pas besoin de présupposer que la matière qui constitue l'horloge est différente de la matière inerte. Eh bien, Descartes dit, on doit faire la même chose avec le vivant. D'où le concept d'animal-machine. D'où le concept d'animal-machine que l'on trouve chez Descartes, qui peut paraître surprenant d'une certaine manière, mais qui s'inscrit dans un projet épistémologique de construire une science du vivant analogue à la science physique. Donc, vous avez ici sur la dia que je vous propose les caractéristiques d'une certaine manière du rapport à la nature proposé par Descartes. Donc, vous avez le concept d'animal-machine qui correspond aussi d'ailleurs au concept de corps-machine chez l'humain, parce que bien entendu, alors, en conséquence de cela, si vous voulez, Descartes distingue chez l'humain, dans une tradition augustinienne, je dirais, ou tout à fait platonicienne, il distingue l'âme et le corps. L'être humain est un corps, le corps humain est machinique, est une machine, mais ce qui fait la grandeur et la spécificité de l'humain, c'est d'avoir une âme. Bon. Donc, si vous voulez, vous avez une sorte de rupture radicale qui s'opère entre le monde de l'humain qui dispose d'une âme et le monde du non-humain qui carrément a statut de machine, a statut d'objet. Autrement dit, le rapport à la nature qu'instaure Descartes, c'est un rapport de domination et un rapport de non-respect. Il n'y a aucun sens de respect de la nature chez Descartes. La nature ne se respecte pas, la nature se domine. Je pense qu'il faut bien comprendre que nous sommes au XVIIe siècle. La culture occidentale s'est construite d'une certaine manière sur la présupposition que la nature est une ennemie à vaincre. La nature, ce sont les catastrophes naturelles, ce sont les tremblements de terre, ce sont les inondations, mais la nature, ce sont les famines, la nature, ce sont les maladies. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, vous savez, au XVIIe siècle, la mortalité infantile connaît des sommets absolument incroyables actuellement. On n'est pas loin non plus des grandes pestes. Donc, je veux dire, la nature apparaît au contraire comme une instance qu'il s'agit de vaincre, qu'il s'agit de dominer. Et dans ce sens-là,
Descartes instaure, si vous voulez, un nouveau rapport à la nature qui s'inscrit dans une volonté de respect de l'humain. Au fond, quelque part, pour Descartes, la nature doit être mise au service de l'humanité. Et seul l'humain est respectable, la nature n'est pas respectable. La nature est un ensemble d'objets à mettre au service de l'humanité. Ce rapport cartésien à la nature, bien entendu, on trouve ça chez Descartes, mais c'est pas Descartes qui l'a instauré. À certains égards, si vous voulez, si on prend la fin du XXe siècle, prenez l'agriculture intensive est véritablement la mise en œuvre de l'intuition cartésienne. Prenez les manipulations génétiques et les organismes génétiquement modifiés, on est vraiment là dans le registre d'une nature parfaitement maîtrisée, que l'on ne respecte pas, mais parce qu'on la juge non respectable, et que l'on met au service de l'humain. Donc, si vous voulez, ce schéma cartésien qui a été théoriquement introduit, je dirais, au XVIIe siècle, a mis plusieurs siècles à être mise en œuvre, mais la fin du XXe siècle apparaît véritablement comme la mise en œuvre parfaite de l'intuition cartésienne de l'animal-machine ou de la nature machinique. Hein. Et c'est d'ailleurs un des problèmes, peut-être, c'est une des dimensions de la crise écologique. Deuxième rapport à la nature que l'on trouve actuellement présent et qui est présent dans les débats, c'est le rapport à la nature induit par l'écologie scientifique. Alors, j'insiste sur l'écologie scientifique parce que l'écologie est une discipline scientifique qui fait partie de la biologie au même titre que la biologie moléculaire. D'accord ? Quelle est l'histoire de l'écologie scientifique ? En 2 mots, l'écologie scientifique est une conséquence des théories d'évolution. Hein, si vous prenez les théories d'évolution, que ce soit l'hypothèse lamarckienne ou l'hypothèse darwinienne, on est dans un registre où un des moteurs de l'évolution, c'est le rapport à l'environnement. Par conséquent, à partir du XIXe siècle, les études naturalistes se sont centrées sur les rapports des individus et surtout des espèces avec l'environnement. Et ça conduit au concept d'écosystème de Tansley en 1935. Hein, le concept d'écosystème, c'est quoi ? C'est l'ensemble des interactions des diverses espèces vivantes entre elles et avec l'environnement physique. Donc le concept d'écosystème est un concept tout à fait important. De par la notion même de système, on est dans une approche complexifiante des rapports entre les espèces, et non seulement des rapports entre les espèces, mais des diverses espèces avec le monde physique. Donc on est à la fois dans une conception complexifiée des choses, et d'autre part dans une approche globale qui intègre le vivant à l'intérieur du physique. C'est vraiment... Sur le plan conceptuel, le concept d'écosystème est un apport absolument important. Il a donné lieu à de nombreuses recherches, bien entendu. Alors, on peut signaler tout simplement dans les années 50, ce sont les fameuses, les cycles, le cycle de l'azote, le cycle du carbone, le cycle de l'eau, enfin, qui a fait un peu de biologie, a entendu parler du cycle de l'énergie, etc., etc. Mais à partir même des années 1970, on est dans un registre d'une modélisation mathématique. Et les modèles mathématiques ont ceci de particulier, c'est qu'ils aboutissent à des prédictions. Et donc, l'écologie scientifique, par ce fait, a été à l'origine d'un nouveau rapport à la nature complètement différent, pas complètement différent du rapport cartésien, mais qui modifie très, très profondément le rapport cartésien. Je dis c'est pas complètement différent du rapport cartésien, c'est en ce sens que même dans l'écologie scientifique, on est dans un rapport de sujet à objet. Ce sont les sujets scientifiques qui essayent de maîtriser l'objet écosystémique. D'accord ? Donc on reste bien dans une posture cartésienne de distinction sujet-objet. Première nuance déjà, c'est que, et nuance qui n'est pas petite, je dirais, qui est importante, c'est que si vous considérez le concept d'écosystème, où se trouve l'espèce humaine ? L'espèce humaine est un élément de l'écosystème. Non seulement l'espèce humaine est un élément de l'écosystème, mais l'espèce humaine, comme vous le savez, c'est une espèce qu'on appelle hétérotrophe. Ça veut dire que ce ne sont pas des végétaux, ce sont des animaux. Les humains sont incapables de faire ce que font les végétaux, à savoir transformer directement l'énergie solaire, capter plutôt directement l'énergie solaire pour transformer de la matière inerte en matière vivante. Hein. Seule les humains ne sont pas capables de faire de la photosynthèse.
Donc, c'est quand même fort à avoir. C'est que l'humain ne sait pas faire ce que fait une salade. Hein. Non. Donc, en étant hétérotrophe, l'espèce humaine est une espèce qui est complètement dépendante des autres espèces. Hein. Nous sommes donc non seulement un élément d'écosystème, mais un élément fragile de l'écosystème. Nous sommes dépendants des écosystèmes. Ça, c'est un premier élément tout à fait décisif qui n'est pas du tout présent dans la science cartésienne. Deuxième considération, deuxième conséquence sur la manière de considérer la place de l'humain dans la nature, c'est que les modèles mathématiques montrent, et très vite, si vous voulez, ben, que ce qu'on appelle les stocks, si vous voulez, que ce soit en termes énergétiques, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de minerais, les stocks sont finis. Donc on est dans un univers où les stocks sont finis. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement que les stocks sont finis? Ben, en amont des activités, je distingue, si vous voulez, de parties. En amont des activités humaines ou en aval des activités humaines. Ben, en amont des activités humaines, bon, on pourrait parler de la démographie. Vous savez qu'on est actuellement entre 7 et 8 milliards d'individus sur Terre. La question de savoir si, d'un point de vue strictement thermodynamique et écologique, la planète Terre est capable de supporter, que sais-je, moi, 14 milliards d'individus, ben, c'est une question qui est très concrète et qui n'est pas théorique. Il est évident que la Terre ne peut pas supporter un nombre infini d'humains. Bon. Autrement dit, si vous voulez, c'est une question d'une gravité monstrueuse, mais qui n'empêche se pose, à savoir, si vous voulez, quelle est la capacité maximale de la Terre dans son rapport à la population. Alors bien entendu, tout dépend du mode de vie, c'est une question d'une complexité infinie, mais n'empêche que, si vous voulez, la question se pose et la réponse est évidente. La Terre ne peut pas supporter un nombre infini d'humains. Tout simplement parce que la Terre, il y a des surfaces limitées en termes agricoles. Donc la possibilité de la Terre de fournir de l'alimentation et de l'énergie est limitée. Premier point. Deuxième point en termes énergétiques. Ça devient maintenant des choses évidentes, mais chacun sait que non seulement les réserves de pétrole sont limitées, hein, mais qu'en plus l'utilisation du pétrole est problématique au niveau climatique. Mais donc la question énergétique est une question absolument cruciale et est une question posée aussi, si vous voulez, aux techniciens. Heureusement qu'on a le soleil. Hein, le soleil qui est d'ailleurs un stock fini, lui aussi le Soleil, hein, puisque c'est un astre qui est en train de s'éteindre. Bon, enfin, comme on a pour quelques milliards d'années, je pense qu'on peut considérer que c'est à l'échelle humaine, disons, hein, le caractère limité de l'énergie solaire et peut être considéré comme infini. Mais n'empêche, ça dépend. Si vous voulez, donc, d'une certaine manière, les stratégies actuelles qui visent à utiliser l'énergie solaire au sens très très large, hein, parce que même le vent, quelque part, c'est aussi une énergie qui vient du soleil, ultimement. Donc, la question énergétique prend là toute sa force. Si on parvient à mettre des technologies qui captent directement l'énergie solaire, sans devoir passer par exemple, par l'énergie qui dépend du carbone fossile, c'est absolument décisif. Prenez l'agriculture. L'agriculture aussi. Il y a énormément de débats sur les modèles agricoles et la question d'un rendement, mais alors cette fois-ci en intégrant à la fois les nuisances liées au transport et en intégrant l'importance de nourrir les populations locales. Vous avez là une question sur le mode de fonctionnement agricole qui s'articule à la fois à la question des stocks finis et à la question d'une justice sociale. Prenez l'eau potable. L'eau, c'est une richesse incroyable. Bon, en Belgique en particulier, nous vivons dans un contexte assez favorable sur ce point, puisque nous sommes dans une zone tempérée qui bénéficie d'une pluviosité abondante. Mais chacun sait qu'au niveau... Et parfois même en Belgique, la question se pose. Hein, il y a des sécheresses qui font que les nappes phréatiques sont très très bas. Et d'ailleurs, sur le plan climatique, on est inquiet sur ce plan-là aussi. Mais au niveau mondial, la question est énorme.
il y a toute une série, il y a plein de zones qui sont complètement dépendantes de l'eau potable, et la question de l'appartenance d'ailleurs, hein, vous savez que même la question de la privatisation ou non du rapport à l'eau, et toute la problématique des solidarités entre zones favorables et favorisées par le climat et zones qui ne le sont pas, la question de l'eau potable est une question absolument décisive au niveau de l'avenir de l'humanité. Prenez la question des minerais, on n'y pense pas souvent, mais la question des minerais est une question d'une importance décisive également dans notre mode de fonctionnement. La question, par exemple, des smartphones, c'est devenu un objet on ne peut plus commun, mais il est fort probable que d'ici une dizaine d'années, on ne pourra plus faire des smartphones comme maintenant, parce qu'il y a des éléments qu'on trouve dans les smartphones qui sont d'une certaine manière en quantité très limitée au niveau de la planète, et une fois que les stocks des minerais seront épuisés, il faudra trouver autre chose. Alors, c'est vrai pour ce qu'on appelle les métaux rares, hein, c'est pas les terres rares. Les terres rares sont encore un autre diplôme, mais il y a des métaux rares, hein, mais même les métaux non rares, je veux dire, il était espéré que dans 1000 ans, il y aura encore l'humanité sur Terre. Et si on a épuisé tous les minerais, donc on est en train pour le moment, hein, notre culture est en train d'utiliser le capital minerai. Hein, donc, et si on se place dans une perspective à long terme, c'est clair que c'est une posture tout à fait inacceptable. Il s'agit au contraire de mettre au point des stratégies, notamment de récupération, et de faire en sorte que les générations futures puissent avoir recours à des minerais de manière acceptable. Donc, vous voyez qu'en amont des activités humaines, la considération des stocks finis a des impacts absolument décisifs sur la manière dont on peut organiser une société. Mais il en va de même en aval des activités humaines. C'est ce qu'on appelle de manière un peu globale, si vous voulez, les pollutions. Hein, que ce soit les pollutions des eaux douces, que des eaux de surface ou bien les nappes phréatiques, hein, que ce soit les pollutions des eaux de mer. Les eaux de mer, c'est effarant. Hein, quand on pense que les océans, au fond, quelque part, dans l'imaginaire traditionnel, les océans, c'est un infini positif. Hein. Une goutte d'eau dans la mer, c'est une manière de dire on ne fait rien. Eh bien, il s'avère que maintenant, il y a notre mode de vie a un impact tel qu'on parle des acidifications des eaux de mer. Et alors, ça peut paraître secondaire, mais c'est pas secondaire du tout, parce que bien entendu, vous savez que la mer, il y a le phytoplancton et le zooplancton. Donc le phytoplancton, et c'est ça, les végétaux dans la mer, c'est le phytoplancton. Si le phytoplancton, s'il y a une baisse du rendement du phytoplancton de 1%, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'écosystème de mer qui est touché. Donc, vous voyez, alors, donc l'acidification, c'est pas rien. Prenez toute la problématique des plastiques, c'est effarant quand même de se dire qu'il y a en plein milieu des océans des îlots de plastique qui font quasi la moitié de la France, qui sont en train de se constituer et qui posent problème. Et bon, donc là, il y a qui bien entendu risque d'avoir un impact sur notre alimentation, puisque pour finir, le plastique se décompose quand même et se décompose de manière telle qu'il est ingurgité, qu'on peut le retrouver dans la chair de poisson. Donc vraiment, alors bien entendu, le caractère limité des terres, j'ai déjà évoqué ça, les terres arables, le stock est limité. Hein, le stock est limité et en plus, si vous voulez, on a des pratiques qui ne sont pas toujours très respectueuses de ces stocks, hein, que l'on pense à toute la problématique des assainissements après des industries toxiques, que l'on pense même, et ça fait partie du débat, hein, si vous voulez, à des terres agricoles qui sont rachetées par des étrangers dans des pays précisément où il y a des problèmes de nutrition. Ce sont quand même des questions tout à fait problématiques. Alors les deux derniers, c'est ceux dont on parle, je dirais presque le plus, hein, parce que quelque part, la problématique climatique est une problématique liée au fait que l'atmosphère est un stock non seulement fini, mais très limité. L'atmosphère, c'est à peu près 10 kilomètres. La Terre fait 40 000 kilomètres de circonférence, ça veut dire 600 kilomètres de rayon. Hein.
Mais donc, 10 kilomètres sur 600 kilomètres de rayon, ça fait un 60e, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout, si vous voulez, d'une certaine manière. L'atmosphère est une fine pellicule autour de la Terre, comme la peau. À la limite, si vous voulez, la peau autour de notre corps est plus épaisse que l'atmosphère. Parce que la peau fait plus qu'un 60e. C'est que si vous considérez que la peau est 1 mm, 60 mm, ça fait 60 cm. 600 mm, ça fait 60 cm. Donc, vous vous rendez compte que. Donc, si vous voulez, pour comprendre, il faut bien voir que l'atmosphère, cette couche de 10 km, est très, très fine. Par rapport à la surface globale de la Terre, c'est donc une pellicule très fragile. Et donc, que ce soit dans tout ce qu'on rejette, disons, dans l'atmosphère, et que ce soit l'ozone, les particules, alors bien entendu, l'effet de serre avec le CO2, on est donc dans un registre d'une atmosphère fragile, et là, comme vous le savez, une des dimensions de cette problématique, c'est l'urgence. Hein. Au fond, l'humanité a l'habitude de relever des défis. Mais relever un défi tel que celui du climat, où on n'a pas 10 ans pour réagir, là, c'est une particularité quand même de la problématique climatique. Alors, la biodiversité, vous avez entendu parler de la 6e extinction, donc il y a toujours eu des extinctions, donc puisqu'on parle de la 6e, mais n'empêche que, si vous voulez, il y a un rapport au temps, hein, au temps, je veux dire, à la rapidité du phénomène. C'est comme d'ailleurs le changement de climat. Il y a toujours eu des changements de climat dans l'histoire de la nature, mais n'empêche que des changements d'une telle ampleur sur une cinquantaine d'années, ça c'est du jamais vu. Et au niveau de la biodiversité, on est dans le même problème. Vous savez que bon, il y a un nombre d'espèces en voie de disparition ou même en voie d'extinction, ou même en diminution drastique. Hein. Chez nous en Europe, on se pose de grosses questions, même bêtement sur les questions des insectes ou même sur les questions des oiseaux. Donc il y a vraiment donc il y a d'une part des aspects, comment dire, de rapport à la nature, et il y a des aspects encore plus fondamentaux de survie des écosystèmes. Dans certains lieux, les écosystèmes peuvent être même menacés. Donc très concrètement, tout ce que je viens de dire dépend de la prise de conscience des impacts du concept d'écosystème. L'espèce humaine est une espèce intégrée à un écosystème Terre, et l'écosystème Terre a ses contraintes, et parmi ces contraintes, c'est qu'il soit un écosystème fini. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a l'image que vous voyez ici à droite en haut de l'écran, hein, au fond, la Terre vue de la Lune. Ça donne une image... c'est une prise de conscience forte. Nous sommes une sorte de vaisseau spatial aux réserves limitées. Voilà. Maintenant, puisqu'on dépend du Soleil, on a une entrée énergétique qu'il nous faut utiliser de manière optimale pour pouvoir survivre. Mais n'empêche que l'idée est celle-là. Cette prise de conscience qu'au fond, on est peut-être 7-8 milliards, mais on est peu de choses dans l'univers. Et plutôt que de se lutter les uns contre les autres, on ferait bien de se tenir ensemble parce que on est solidaires sans avoir le choix, sans avoir d'autres choix. Alors ici, je complète, si vous voulez, cette description par quelques dimensions en plus. Parce qu'au-delà du rapport à l'environnement, l'écologie scientifique modifie le rapport à la science. Si vous voulez, la fin des années 50-60, on appelle ça les Golden 60s, ou bien l'âge d'or, d'une certaine manière, une sorte d'âge d'or, où on croyait au progrès. Au fond, ma génération, moi j'ai étudié les sciences. Pourquoi? J'ai pas eu le sentiment de choisir. Ça me paraissait évident que la science était l'avenir de l'humanité. Bon. Et on était, comment dire, inspiré dans une logique de progrès indéfini. Pour l'avenir était rose entre guillemets, non pas facilement. Hein, il fallait se battre et construire quelque chose. Non, mais enfin, on travaillait pour le progrès. Depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on a bien pris conscience que toute innovation technologique ne concourt pas au bien-être de l'humanité. Il y a des innovations qui sont avérées complètement désastreuses. D'ailleurs, même, il y a une crise de conscience des physiciens après Hiroshima et la bombe atomique. Mais prenez même comment dire
le trou dans la couche d'ozone, les scientifiques se sont très vite rendus compte que c'était eux qui étaient les responsables, puisqu'ils s'étaient liés au système qu'ils n'aimaient même pas donc pour le système de refroidissement. Enfin, mais peu importe. Donc, prenez tout le secteur médicamenteux, on a dû mettre au point des méthodologies très très précises d'analyse de l'impact du médicament avant de les mettre sur le marché. Autrement dit, toute innovation technologique ne concourt pas au bien-être de l'humanité. Il y a des innovations, donc ça change le rapport à la nature, à la science, pardon. Donc la question écologique a modifié le rapport à la science et le rapport au progrès. On ne tombe pas dans une attitude anti-progrès et anti-scientifique, mais on tombe dans un rapport critique. Critique, ça veut dire quoi? Qui suspend son jugement. Avant d'accepter une innovation technologique, il faut analyser les impacts de cette innovation sur la dynamique environnementale. Donc ça, c'est un changement culturel profond. Et alors, si vous voulez, d'une certaine manière, il y a un autre rapport aussi au temps et à l'espace. Ça veut dire quoi? Écoutez, j'ai évoqué la problématique énergétique. Un ministre de l'énergie qui, en 2023 comme aujourd'hui, n'anticipe pas comment on se alimentera en énergie en 2040, il n'est pas à sa place. Ça veut dire que l'activité politique elle-même s'inscrit dans une temporalité longue. Or, ça change pour les choses. Alors, si vous voulez que les dynamiques sociétales, surtout en démocratie, s'inspirent, c'est les prochaines élections d'échéance. Il s'agit de, en termes scientifiques, actuellement, c'est l'échéance de toute politique, c'est le long terme. C'est la viabilité, c'est la durabilité, c'est la compatibilité avec les contraintes environnementales. On est dans un tout autre rapport au temps. Il y a l'espace, mais c'est encore pire. Si vous voulez, prenez la question de la qualité de l'eau dans une rivière. La qualité de l'eau dans une rivière est complètement dépendante de l'ensemble du bassin fluvial. Alors, le bassin fluvial correspond rarement aux limites géographiques, d'accord? Si je prends un exemple, vous connaissez peut-être, si vous voulez, prenez exemple, un petit fleuve en Belgique. Il a sa source en France, il traverse la Belgique, il va aux Pays-Bas. Rien qu'un fleuve qui fait 500 km, il y a trois pays qui sont concernés. Prenez le Danube, vous avez une quinzaine toute l'Europe est concernée. Et si vous vous intéressez à la qualité de l'air, de l'atmosphère, l'ensemble de la planète Terre est concerné. Donc ça veut dire, si vous voulez, que la question écologique, quand on la prend au sérieux, rend la posture universaliste, c'est la seule réaliste. Si vous voulez, on pense souvent que les universalistes, ce sont des doux rêveurs qui pensent à l'ensemble de l'humanité plutôt que de penser à leurs proches. D'ailleurs, on n'a pas à choisir entre les deux. Mais si vous voulez, ça me paraît important de se rendre compte que la problématique, si vous voulez, écologique, dans sa dimension la plus fondamentale, renforce une sorte de solidarité entre les humains et rend absolument indispensable des pratiques multilatérales, voire des pratiques qui concernent l'ensemble de l'humanité. La question du climat ne peut pas se résoudre, même par une grande puissance toute seule. L'Europe qui essaie peut-être de bouger plus que les États-Unis, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? On est dans un registre où c'est l'ensemble de l'humanité qui doit se mobiliser sur ce genre de questions. Parce que c'est la nature de la question elle-même qui impose une stratégie qui soit globale. Sans stratégie globale, il n'y a pas d'effet global. Donc, si vous voulez, le concept d'écosystème, non seulement a modifié notre rapport à la nature, mais a même modifié notre manière de concevoir une politique nationale et une politique internationale dans un autre rapport au temps, dans un autre rapport à l'espace. Et alors donc, on en arrive à un premier concept de respect de la nature. Je vous ai dit que chez Descartes, il n'y avait pas de concept de respect de la nature. Le concept d'écosystème induit un rapport à la nature. Qui consiste à dire, c'est de prendre en compte la contrainte environnementale. Le concept d'écosystème remet en cause de manière fondamentale nos modes de production et de distribution, de consommation, de déplacement, d'énergie, si elles ne s'inscrivent pas dans une dynamique qui est durable. Le concept de développement durable, si vous voulez, a sa force et ses faiblesses. Là, je ne vais pas rentrer dans le débat, si vous voulez, sur le concept de développement. Mais la durabilité, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Il nous s'agit de mettre au point un fonctionnement sociétal
qui prennent en compte, si vous voulez, tous les effets environnementaux, à la fois de ce qu'on produit, mais même aussi de la manière dont on le distribue. Donc c'est notre mode de vie qui est interrogé. Alors, c'est pas pour ça que c'est négatif, au contraire. Donc, un progrès est possible. Si vous voulez pas, je reviendrai sur la question du progrès, mais n'empêche que le concept d'écosystème interroge fondamentalement notre mode de vie et le confronte à la question de la durabilité. D'où alors toute la problématique de la transition écologique, qui est une question tout à fait fondamentale, de se dire, c'est une question qui est pas seulement technique et qui n'est même pas essentiellement technique. C'est une question qui est plus fondamentalement économique ou sociologique et qui touche notre mode de vie. Quelle société construire qui prenne en compte des contraintes écologiques sur un long terme? C'est ça le défi. C'est ça le défi qui est posé par le concept d'écosystème. Alors, si vous voulez, je n'ai pas beaucoup parlé de l'animal jusque maintenant. On est dans un registre quand même où l'écologie scientifique induit à d'autres rapports à l'animal. Aussi, si vous voulez, par le biais des théories de l'évolution. Les théories de l'évolution biologique nous disent quand même que la conscience, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard, mais que la conscience humaine est précédée par des ébauches de conscience que l'on trouve chez les animaux. Ça veut dire fondamentalement que le concept d'animal-machine est un concept largement insuffisant. Que l'être humain n'a pas seulement, même le concept de corps-machine. On voit bien que si vous voulez, le dualisme cartésien, qui est lié au fait qu'il voulait construire une science du vivant sur le mode machinique, d'une certaine manière, est largement insuffisant. L'être humain est aussi un être d'émotion, et son intelligence a une dimension émotionnelle. Les animaux ne sont pas simplement des machines. Les animaux ont aussi des émotions, ont aussi des sensibilités. Autrement dit aussi, ce concept d'écosystème modifie aussi notre rapport à l'animal, sur lequel je reviendrai plus loin, mais où en tout cas, elle souligne les insuffisances d'une approche de l'animal en termes strictement mécaniques. Je vous ai annoncé 4 rapports à la nature. Je vous ai parlé en premier lieu du rapport cartésien, je viens de parler du rapport de l'écologie scientifique. J'ai insisté sur l'aspect écologie scientifique parce que, si vous voulez, de nombreux philosophes se disent, mais même l'écologie scientifique est insuffisante. Pourquoi ? Il faut toucher le cœur de la problématique. Et pour un certain nombre de philosophes, dont je parle ici, on parle de métaphysique écocentrée, donc d'une sorte de métaphysique centrée sur l'écologie ou centrée sur la nature. D'une certaine manière, il y a tout un courant, une série de courants philosophiques, d'ailleurs, dirons-nous, qui développent l'hypothèse, ou plutôt affirment la thèse, que le cœur du problème, c'est le rapport que l'humain instaure avec la nature et avec les animaux. C'est cette prétention de l'humain d'être supérieur aux autres, au fond, quelque part. Il y a une sorte d'orgueil de l'humain à se définir comme supérieur aux animaux, et c'est cette posture-là de départ qui doit être contestée, qui doit être remise en cause. Alors cette posture, me semble-t-il, caractérise ce qu'on appelle la deep écologie ou l'écologie profonde. L'écologie profonde, c'est précisément une pensée d'aspiration romantique, qui a quelque part la nostalgie d'un humain complètement investi de manière fusionnelle avec la nature. Comme par hasard, si vous voulez, ce sont des gens comme Arne Naess, qui est un philosophe norvégien, qui a un très bon connaisseur de la philosophie et de la phénoménologie, et qui a eu aussi beaucoup de contacts avec la philosophie indienne, et il y a une autre source importante, si vous voulez, au point de départ, en tout cas, c'est Aldo Leopold, qui lui est plutôt un ingénieur agronome, mais qui était le responsable des
des zones, des zones protégées, si vous voulez, en Amérique du Nord. Ben, ils développent, si je dis cela, c'est parce que ce sont des gens qui vivent dans un contexte où une nature qui n'a pas été touchée par l'homme a encore son sens à certains égards. Hein, on est dans un registre, si je parle ici au niveau belge, il y a une densité de population telle qu'il y a bien entendu des belles forêts de quelques hectares ou quelques kilomètres carrés. Mais là, vous savez, là, il y a, que ce soit en Norvège ou bien aux États-Unis, il y a des réserves naturelles qui font la moitié de la Belgique. Donc, vous voyez, on a un rapport complètement différent. Et donc, ayant ce rapport à la nature, il dénonce d'une certaine manière l'arrogance humaine. Ils s'inscrivent dans un refus d'anthropogénisme et un refus d'anthropocentrisme. Si je parle de l'anthropocentrisme, c'est plus facile. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant l'humain qui se juge supérieur à la nature. Hein. Au fond, il y a l'humain dans la culture occidentale. Hein, c'est ce que j'ai évoqué avec Descartes. Pour Descartes, seul l'humain est respectable. Hein. La nature n'est même pas respectable. Donc, cette posture a été corrigée, mais n'empêche que cette idée d'un humain supérieur à la nature est quelque chose de fondamental dans notre culture. Les droits de l'homme, d'ailleurs, vont tout à fait dans ce sens-là. Hein. Donc, on est dans un registre, c'est une posture très forte de dire que y a un refus de l'anthropocentrisme. C'est une posture philosophique, mais qui est marquée. Il y a aussi un refus de l'anthropogénisme. Ça veut dire quoi? Au fond, l'idée dans la culture occidentale, ben, c'est l'humain qui décide de ce qu'est l'éthique, de ce que sont les valeurs. Hein. L'éthique, c'est quoi? C'est une réflexion sur les critères d'une action bonne. Mais pour les philosophes occidentaux, c'est l'humain qui est responsable de l'éthique et qui définit les critères d'une action bonne. Il y a toute une série de philosophes de la deep écologie pour qui ce n'est pas à l'humain de définir ça. D'une certaine manière, le critère ultime, c'est la survie de l'écosystème Terre et l'humain a à se soumettre quelque part aux contraintes liées à la survie de l'écosystème Terre. Donc, vous voyez, l'écologie profonde est un courant qui vise à aller au-delà de l'écologie scientifique pour toucher au cœur de la source des mécanismes qui conduisent à la problématique écologique. Et pour eux, le cœur du problème, c'est l'arrogance de l'humain qui se juge supérieur à la nature. Je reviendrai sur ce sujet. Mais donc, il y a un premier courant qui est d'inspiration romantique, je dirais, et il y a un deuxième courant qui trouve son origine dans ce qu'on pourrait appeler de la science, l'écologie radicale. James Lovelock, hein, quand je parle d'écologie radicale, James Lovelock est un scientifique, est un géologue d'ailleurs, au point de départ. Mais alors, c'est un scientifique qui pousse loin, si vous voulez, sa réflexion et qui dit, au fond, et qui a développé ce qu'on appelle l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse Gaïa, vous savez, en grec, ça renvoie à Gé, la terre, la déesse terre, qui a été à l'origine de tout le vivant. Donc, l'hypothèse Gaïa, c'est que la planète Terre ne doit pas être considérée comme un écosystème, mais comme un organisme. Donc, c'est une posture plus forte, si vous voulez, que l'écologie scientifique. Et alors, si vous considérez la planète Terre comme un organisme, bah, il y a sens à considérer l'espèce humaine comme un cancer. C'est quoi un cancer? C'est un tissu qui se développe au détriment des autres tissus. Bah, effectivement, vous pouvez considérer que la crise écologique, c'est une sorte de conséquence du fait que la population ou l'espèce ou le tissu humain, hein, si je reprends la terminologie de Lovelock, le tissu humain se développe anormalement au détriment des autres tissus. Donc vous avez là une sorte de présupposition qui rejoint la deep écologie, à savoir qu'il y a une égalité humain-animal et qu'il n'y a aucune raison de donner un statut particulier à l'humain en termes éthiques. Et vous vous rendez compte aussi combien c'est redoutable comme changement terminologique.
C'est redoutable comme changement terminologique parce que, bien entendu, s'il est aussi grave de tuer un animal que de tuer un humain, ça veut dire qu'il n'est pas plus grave de tuer un humain que de tuer un animal. Donc, si vous voulez, là, on est dans un registre là où des scénarios, mais alors là, catastrophiques de guerre entre humains, puisque si l'humain n'a pas plus de place que de l'animal, on ouvre la porte vraiment à des solutions d'un extrémisme radical redoutable. Donc, d'une certaine manière, il y a aussi bien l'écologie profonde d'origine romantique que l'écologie radicale d'origine scientifique, en remettant en cause d'une certaine manière les droits de l'homme, en remettant en cause le statut particulier que l'humain s'est attribué à l'intérieur de l'écosystème Terre ou à l'intérieur de la nature, il pousse la réflexion et jusqu'à des concepts qui conduisent à des conséquences absolument redoutables et que moi j'ai tendance à considérer comme tout à fait inacceptables. Et c'est pourquoi je développe un quatrième rapport à la nature, parce que quelque part, les philosophes qui disent qu'il faut aller au-delà du rapport scientifique, de l'écologie scientifique, mais ils mettent le doigt sur quelque chose d'important. Quand on se bat dans la problématique, si vous voulez, des espèces en voie de disparition, un des arguments majeurs, c'est de dire un écosystème, la diversité contribue à la stabilité de l'écosystème, par conséquent, il faut se battre pour les autres espèces. Mais quand vous faites ça, c'est encore l'humain que vous défendez. Ce n'est pas les espèces pour elles-mêmes. Donc il faut bien voir que l'écologie scientifique est porteuse effectivement de discours de défense de l'environnement et de défense des espèces en voie de disparition. Mais leur argument le plus décisif n'est pas le respect de l'animal, c'est la viabilité de l'écosystème, par conséquent notre survie à nous. Donc par conséquent, si vous voulez, il y a une manière de concevoir l'écologie, même alors même qu'elle serait très très contraignante, même toute la problématique du climat, on pourrait l'intégrer là-dedans, mais il y a une manière de concevoir l'écologie en termes strictement scientifiques qui reste dans une dynamique de respect simplement de l'humain et de non-respect de l'animal. Parce que l'animal n'est respectable que dans la mesure où il nous est utile, d'une certaine manière. Si l'animal n'est respectable que dans la mesure où il nous est utile, c'est pas l'animal qui est respecté, c'est l'humain. On reste dans l'ancien schéma où seul l'humain est respectable à certains égards. D'où l'importance d'aller au-delà du fonctionnel. Au-delà du fonctionnel, ça veut dire quoi? Je vois plusieurs sources qui nous permettent, si vous voulez, de pousser notre réflexion plus loin et de considérer l'animal plus que comme un simple outil pour survivre pour l'humanité. Eh bien, paradoxalement, je vais partir des neurosciences. Les neurosciences, bon, c'est un thème que je travaille beaucoup, si vous voulez, la problématique des neurosciences et les enjeux philosophiques des neurosciences. Mais c'est pas seulement pour ça que je vous propose ça, c'est parce que précisément, il me semble que les neurosciences, paradoxalement, instaurent un autre rapport à l'animal. Pourquoi? Je vais me référer notamment ici à Edelman. Je ne sais pas, Gérald Edelman, qui est un grand neuroscientifique qui développe la théorie de la sélection des groupes neuronaux, mais je ne vais pas développer ça maintenant. Mais Edelman parle de deux niveaux de conscience. Au fond, pour les scientifiques, la conscience humaine est un produit de l'évolution. Mais si c'est un produit de l'évolution, elle n'est pas apparue à partir de rien. Donc ça veut dire qu'avant la conscience humaine qu'il s'agira de caractériser, il y a d'autres niveaux de conscience qui ont toute leur pertinence. Et Edelman distingue ce qu'il appelle la conscience primaire de la conscience d'ordre supérieur. La conscience primaire, c'est quoi? C'est la conscience qui caractérise le comportement d'animaux qui disposent d'un système nerveux déjà assez développé. Bon, je pense à même les oiseaux, mais les mammifères. Donc là, il faut un minimum de complexification du système nerveux pour avoir cette conscience primaire. Mais c'est quoi cette conscience primaire? La conscience primaire, c'est la capacité de se mémorer des scènes. Si vous voulez, si vous prenez un lionceau qui est en train de jouer, d'une certaine manière, ces scènes sont mémorisées dans son cerveau. Si vous prenez la relation proie-prédateur,
Ben, c'est une relation très complexe. C'est une relation très complexe qui comporte des stratégies. Mais des stratégies, ça s'élabore. Ça s'élabore et ça s'améliore en fonction du passé. Donc ça veut dire que comment dire, l'évolution, les apprentissages de chaque individu animal prennent la forme d'une mémorisation. Et au moment où le prédateur part en chasse, eh bien, toutes les informations qui sont dans son cerveau sous forme de ces scènes remémorées ben, sont présentes et participent de la stratégie qu'il élabore. Donc, on est donc dans un contexte où le rapport à l'environnement est médiatisé par toute une série tout un stock de scènes, si vous voulez, que l'animal a en tête. C'est vrai pour le prédateur, mais c'est vrai aussi pour la proie. La proie a aussi des stratégies d'évitement, a des stratégies pour échapper au prédateur. Autrement dit, un animal qui dispose d'une conscience primaire, qui a tout ce bagage d'informations en stock dans son cerveau, ben, il est en position de force par rapport à un animal qui n'a pas cela. Mettez l'oiseau face à un ver de terre, il y a pas photo. Il veut dire, et de même dans des rapports, dans les rapports proie-prédateur, précisément, il y a une sorte de coévolution et de co-amélioration des stratégies dans les deux sens. Donc il y a une conscience primaire chez les animaux et chez l'humain. Ben, l'humain est un animal doué d'une conscience primaire, mais en plus le langage articulé. Alors le langage articulé permet à l'humain de représenter, d'une part, de faire une représentation de son environnement. Donc tout son environnement, son rapport à l'environnement est médiatisé par sa représentation, et le système de représentation, ça crée une distance qui lui permet par conséquent d'inscrire son action dans une temporalité longue. Hein. Donc, si vous voulez, c'est clair que la conscience d'ordre supérieur, le langage articulé, donne à l'humain des capacités d'organisation, des capacités d'anticipation, des capacités de créativité, qu'il met dans une posture de maîtrise, de supériorité, je dirais, de technique par rapport aux animaux d'une conscience primaire. Mais ce faisant, si vous voulez, alors vous sentez un double langage ici. D'une part, le langage de la reconnaissance de la conscience chez l'animal. L'animal n'est pas pure mécanique. Le concept d'animal-machine n'est plus tenable. L'animal, c'est du vivant. Le vivant, l'évolution, c'est quoi à certains égards? Ben, c'est l'évolution vers une complexification, et la complexification conduit à des prises de conscience d'abord primaire et ensuite d'ordre supérieur. Mais donc, il y a de la grandeur dans l'animal, pour dire les choses autrement. Et s'il y a de la grandeur dans l'animal doit être respecté. Mais seulement, cette manière de penser est telle qu'il n'empêche que le langage articulé met l'humain en position de supériorité de fait. Alors cette supériorité de fait, on pourrait dire que ce n'est pas une supériorité de droit. Mais c'est une supériorité de fait qui le met, plutôt que de le mettre dans une situation, de dominance, ça le met dans une situation de responsabilité. Et c'est là le principe de responsabilité du Hans-Jonas. On est là donc on reste bien dans une logique où c'est l'humain qui détermine et qui donne son éthique, mais qui est dans une posture de responsabilité vis-à-vis d'animaux qui sont doués de conscience et qui portent la vie. J'en viendrai plus largement sur ces aspects. Cette intuition est portée encore de manière aussi importante par par les éthologistes. Hein. Franz de Waal, je ne sais pas si vous connaissez Franz de Waal, qui est un éthologiste mondialement connu, qui est d'origine hollandaise et des Pays-Bas et qui vit maintenant aux États-Unis. Depuis une trentaine d'années, il a un nombre important d'ouvrages, notamment L'âge de l'empathie, hein, où il montre même que chez les animaux, il y a même des embryons de justice. Il y a des comportements de respect, de justice sociale entre les animaux eux-mêmes. Donc ça veut dire que l'éthologie a restauré quelque part l'image d'un animal, non doué d'émotions, bien entendu. Hein, on n'est plus dans l'animal-machine. La souffrance animale, on peut plus nier ça. Hein. Donc il y a donc la problématique des émotions et même la problématique d'une altérité véritable par rapport à l'humain. On n'est pas simplement dans l'infériorité, on est aussi dans l'altérité à être reconnu qui appelle le respect. Donc, on est dans ce vers quoi
ce quatrième rapport temps, c'est effectivement la prise au sérieux de l'insuffisance du discours de l'écologie scientifique sur l'animal, et dire qu'il faut aller plus loin dans le respect, mais avec le maintien de cette situation que je qualifierais de situation de fait, que l'être humain, effectivement, a, par son langage, une capacité d'anticipation, une capacité de gestion des écosystèmes, par exemple, que n'a pas l'animal. On peut le regretter, on pourrait dire pourquoi pas consulter les dauphins, ou pourquoi pas consulter les baleines, qui sont pourtant des mammifères supérieurs, et qui sont doués sans doute de langage d'une complexité qu'on n'imagine pas encore. Mais pour le moment, en tout cas, on ne voit pas comment faire autrement que. C'est une forme de paternalisme, oui, mais c'est un paternalisme auquel on est acculé, puisque on voit bien que le langage articulé nous a mis en situation d'avoir une maîtrise de l'environnement que d'autres ne peuvent pas avoir. Donc, ça doit penser à eux. C'est ça le concept de responsabilité. Alors, ça s'inscrit dans une logique de continuité et une logique de seuil. Entre l'animal et l'humain, il y a continuité. Les théories d'évolution établissent ça de manière incontestable. Mais il y a aussi des seuils. Et dans le rapport au langage notamment, c'est clair qu'il y a beaucoup de langages d'animaux qu'on commence seulement d'ailleurs à découvrir, mais n'empêche qu'il s'avère quand même que le langage humain, par son côté complètement articulé et complètement dissocié d'une simple référence iconique. Il y a une autonomie du langage, de la syntaxe, de la sémantique, des règles logiques. Il y a une autonomie par rapport à ce que ça représente qui en font sa force. Pour rappel, les mathématiques, ce n'est qu'un langage. C'est quand même grâce aux mathématiques qu'on va sur la Lune, mais c'est à cause du langage mathématique. Donc, vous voyez, le langage, dans les faits, on peut difficilement nier que le langage, mais confère à l'humain des compétences que les autres espèces n'ont pas. Plutôt que de voir ça en termes de maîtrise et de domination, il nous faut voir ça en termes de responsabilité. Et c'est cet aspect, si vous voulez, qui est particulièrement développé par quelqu'un comme Hans Jonas, qui parle d'un nouvel impératif catégorique, agit de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Bon, là, c'est son fameux principe de responsabilité, mais toute sa philosophie va bien au-delà, dans une manière de considérer l'animal pour lui-même. Vous voyez, si un animal est doué de conscience, on ne doit pas défendre des baleines parce qu'on en a besoin pour vivre. On doit défendre des baleines parce que c'est une remarquable réalisation de la nature. Et c'est dans ce sens-là que vont les propos de quelqu'un comme Heidegger. Je sais bien qu'Heidegger n'est pas un philosophe très sympathique sur le plan politique, mais c'est quelqu'un qui a porté des choses importantes sur le plan du rapport à la réalité, précisément. Si vous voulez, la dimension esthétique du rapport à la nature, eh bien, c'est une dimension tout à fait fondamentale pour penser le nouveau rapport à la nature. Or, la dimension esthétique, ça a à voir avec la réalité, contrairement à ce qu'on croit. En deux mots, si vous voulez, qui c'est qui nous dit ce qu'est le son dans notre société? C'est les acousticiens. Les acousticiens vous faites tout un débat sur l'onde mécanique qui touche le tympan et puis qui est relayé vers un organe et les colimaçons. Bon, mais quand on dit ça, on n'a peut-être pas dit l'essentiel de ce qu'est le son. Qui nous dit ce qu'est le son? Les musiciens, ils ne disent rien, ils font de la musique. Une sonate de Schubert nous dit autant sur ce qu'est le son qu'un acousticien. Que fait le musicien? Il révèle de la réalité du son des dimensions que seul lui est capable de révéler. S'il n'y avait pas les musiciens, on ne se rendrait pas compte qu'on peut réunir 3000 personnes dans une salle et on entend une mouche tout simplement parce que quelqu'un fait quelques notes au piano. C'est faramineux, ça. Autrement dit, si vous voulez, l'art ne doit pas être considéré comme une sorte d'annexe sans importance. L'art est un lieu central du rapport au réel. La dimension esthétique du rapport à la nature, c'est pas secondaire, c'est pas possible. Il faut faire des safaris, ça rapporte des sous. Non. La dimension esthétique du rapport à la nature révèle de la nature toute une dimension
que seul le photographe, le poète, l'humain, la nature, toutes comment dire, les émissions naturalistes ou les bouquins naturalistes ils tentent à montrer que la nature est belle. De la grandeur d'un arbre, d'où vient on ne peut pas abattre un arbre centenaire sans avoir un pincement de cœur. On touche à quelque chose de grand. La nature a produit des réalisations absolument fantastiques. Une espèce de mammifère, prenez l'okapi. Vous croyez sérieusement qu'on ne saurait pas vivre sans okapi? Pourquoi faut-il se battre pour défendre des okapis? Tout simplement parce que une espèce de mammifère, une espèce vivante, est une réalisation fantastique de la nature, qui doit être respectée pour ce qu'elle est. Ça fait partie du patrimoine mondial. J'ai des collaborations avec l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui a dans ses attributions la préservation des écosystèmes remarquables ou des espèces en voie de disparition. Eh bien, je trouve ça juste. Si vous voulez, le patrimoine commun de l'humanité, c'est à la fois des réalisations culturelles fantastiques et c'est aussi des réalisations naturelles fantastiques. La nature participe à la grandeur de l'humain. Mais ça, les dimensions esthétiques et les dimensions de responsabilité nous renforcent là, sans remettre en cause le fait que l'humain se donne à lui-même une éthique. C'est bien l'humain qui décide de ce qui est beau quelque part, même si le beau s'impose à l'humain. On est bien dans un registre, si vous voulez, et je vais prononcer le mot, où les valeurs modernes restent présentes. Alors vous me direz, pourquoi faut-il que les valeurs modernes restent présentes? Eh bien, ce sera l'objet de ma deuxième partie. Hein. Et avant de passer à cela, je vais conclure la première. Hein. Vous aurez que d'une certaine manière, le respect de la nature et de l'animal, l'humain-animal, il y a continuité et seuil. Il y a une éthique anthropogénique et une éthique anthropocentrée, d'une certaine manière, qui ne va pas nécessairement à l'encontre du respect de l'animal, parce que l'humain peut décider de respecter l'animal, mais dans une logique hiérarchique. D'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple est relativement simple. Beaucoup de familles en Belgique ont un chien, ou un chat, ou des lapins. Bon, l'animal de compagnie, c'est évident qu'on respecte son animal de compagnie, mais un animal de compagnie, c'est pas un enfant. Voilà. Là, il peut y avoir une hiérarchisation des valeurs et de respect. Le concept, je respecte mon chien et je respecte mes enfants et mes petits-enfants, c'est le même mot, mais c'est pas la même réalité. Donc, il y a une hiérarchisation pensable dans les valeurs et dans des modalités de respect. Et précisément, alors, si vous voulez, la dimension esthétique et la dimension dans le rapport à la nature et la dimension, si vous voulez, de responsabilité, rejoint complètement le concept de patrimoine commun de l'humanité, qui est très travaillé, comme vous le savez, par l'UNESCO, et qui renvoie aussi alors et qui intègre, bien entendu, tout ce que dit l'écologie scientifique sur la problématique de la durabilité. Voilà. Ainsi se conclut donc ma première partie, hein, où j'ai caractérisé, me semble-t-il, 4 types différents de rapports à la nature, qui sont tous présents. Hein, on pourrait en discuter. Je peux vous certifier que ce sont 4 c'est une typologie qui renvoie à des rapports bien présents dans tous les débats. Et qui ouvre alors à la deuxième partie, se dire, est-ce que le primat de la subjectivité qui caractérise la modernité doit être maintenu? Et pourquoi? Et ça, ce sera ma deuxième partie. Donc, deuxième partie, vous voyez, le respect de la nature et la modernité, c'est le concept de modernité, et c'est ce concept que je voudrais maintenant caractériser avec vous. Pour proposer une réflexion un tant soit peu approfondie, si vous voulez, sur le concept de modernité, je voudrais vous proposer une approche historique, mais rapide, hein, mais l'histoire étant au service, c'est le débat contemporain qui nous sert. Et avant même de parler de ça, je ferai peut-être une petite précision conceptuelle. Je ne sais pas comment ça va en espagnol, je suis désolé, je ne connais pas cette langue, mais en français,
dire c'est moderne, au fond, c'est un mot passe-partout. On dit quelqu'un, voilà, quelqu'un qui a la mode, à la limite. Tu sais, une dame qui met qui s'habille très à la mode, ou un homme qui prend des coiffures très à la mode. On dit il est moderne. Bon. Donc si vous voulez, ça rejoint quelque part l'idée de moderne. Étymologiquement, en français, moderne, ça veut dire récent. Donc le plus moderne, c'est le plus récent. Vous comprendrez que c'est pas ça le concept philosophique de la modernité. Hein. Les historiens distinguent la période moderne, la Renaissance et la période contemporaine. Hein. Bon, la modernité, c'est entre la Renaissance et la période contemporaine. C'est déjà plus précis, c'est chronologique. En philosophie, au fond, on reprend l'idée des historiens, mais c'est dire qu'est-ce qui caractérise ces sociétés modernes. Donc le philosophe, si vous voulez, la modernité, c'est quoi? Ce sont les caractéristiques philosophiques de la société moderne, telle qu'elle est sortie du Moyen-Âge. Alors la question qui se posera, c'est de savoir si ce que les historiens appellent la période contemporaine est encore moderne pour les philosophes ou non. Hein. Donc ce sont deux concepts complètement différents. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de caractériser le projet moderne, le projet de société qui a émergé à la fin de la Renaissance. Et donc, comme par hasard, je tombe sur le même philosophe que tout à l'heure, à savoir Descartes, hein, parce que pour moi, je suis philosophe des sciences, comme vous le savez, un élément absolument décisif de l'histoire de l'Occident sur le plan culturel, c'est la question de l'affaire Galilée. C'est la question du procès de Galilée. Comme vous le savez, c'est Copernic, un siècle plus tôt, hein, qui a émis l'hypothèse en argumentant que la Terre tournait autour du Soleil et que c'était donc le Soleil le centre de l'univers tel que l'on pensait à l'époque et non pas la Terre. Galilée reprend ça, mais surtout il l'inclut dans une physique naissante où il parle des lois du mouvement. Et les lois du mouvement, c'est avec, équation mathématique, et donc il arrive à une sorte de conviction reposant sur les mathématiques que c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le contraire. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon. Descartes dit, qu'est-ce qui se passe quand Descartes lui-même est un mathématicien, il faut savoir, c'est un géomètre. Descartes dit, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un arrive à la certitude mathématique d'une affirmation? Et qu'en plus, cette affirmation va à l'encontre du discours théologique. C'est clair que vous savez que le Moyen-Âge, le discours théologique avait priorité. Si vous n'étiez pas d'accord, c'était au risque de votre peau. Hein. Giordano Bruno l'a encore expérimenté le même siècle. Donc, si vous voulez, Descartes dit le contraire. Mais bien entendu, en termes moins évidents, si vous voulez, mais n'empêche que Descartes a joué sa peau et il s'est sauvé aux Pays-Bas. Il n'est pas resté à Paris. À Paris, il sentait qu'il aurait été arrêté. Quelle est la thèse de Descartes? Mais que l'être humain, par sa raison, hein, on parle d'une raison mathématique, l'être humain, par sa raison, a un accès immédiat à la vérité. Autrement dit, si par la raison on démontre quelque chose, par la raison mathématique on démontre quelque chose, à la limite, c'est le théologien qui doit avoir sa copie, et c'est pas le scientifique. Vous savez, dans une société, qui dit la vérité? Ça, c'est une question absolument fondamentale. Et ça, c'est une révolution culturelle. Descartes, en disant, par la raison, on accepte directement à la vérité, il a induit une révolution fondamentale. Ça, c'est le début de la fin de la culture médiévale. Et alors, en plus, Descartes, c'est un grand chrétien. Il faudrait développer, bien entendu. Donc, Descartes ne dit pas ça dans une posture anticléricale, tout simplement parce que pour les grands chrétiens du Moyen-Âge, la raison, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humain. Hein. Donc, et d'ailleurs, l'idée, c'est qu'il n'y aurait pas de contradiction entre la raison et la théologie, puisque c'est la même origine. Hein. C'est Dieu qui donne la raison à l'humain et c'est Dieu qui donne la vérité révélée par son Fils. Bon, mais donc la position de Descartes n'est pas anticléricale, mais elle est perçue, mais en termes de rapport de force et en termes de rapport de pouvoir, bien entendu, c'est de la dynamite. Donc, première caractéristique du monde moderne, on fait confiance en la raison. Et il y a priorité de confiance en la raison sur le discours de la révélation. Deuxième auteur, Kant.
on est 150 ans plus tard. Kant dit par la raison, bon, je veux dire, je vais nécessairement rapidement, hein, Kant est critique par rapport à la capacité de la raison d'arriver à la vérité, hein, donc c'est la critique des mathématiques. Mais Kant dit, dans le champ éthique, mais si l'être humain est un être de raison, et si l'être humain, par sa raison, arrive à des critères distinguant le bien et le mal, mais si ce sont des critères rationnels et que tout être humain est doué de raison, on est donc là dans des critères universels d'éthique. Pour Kant, l'humain est capable de se donner une éthique par la raison. Et en cela, il rejoint d'ailleurs Aristote, hein, l'éthique à Nicomède, Kant le Moyen-Âge sur ce plan-là est un peu une parenthèse. Le Moyen-Âge a fait croire à l'humain que l'humain n'était pas capable de se donner une éthique à lui-même. Hein, c'était même de l'arrogance et de l'orgueil que l'être humain se donne une éthique. Alors que si vous faites un peu d'histoire de la philosophie, si vous faites un peu d'histoire des cultures, il n'y a pas de culture qui n'a pas d'éthique. Et l'histoire de la philosophie occidentale, bon, d'ailleurs, les débats entre stoïciens et épicuriens sont tout à fait décisifs pour comprendre l'éthique chrétienne elle-même. Il y a des listes de vertus dans des épîtres de Paul qui sont une reprise pure et simple de listes de vertus que l'on trouve chez les stoïciens. Hein. Donc, la problématique de la capacité de l'humain de se donner une éthique ne fait pas beaucoup de problèmes pour les philosophes. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la philosophie savent que la question éthique est une des grandes questions de la philosophie, c'est-à-dire la thèse de Kant. Mais n'empêche, par rapport à la culture médiévale qui disait le contraire, dire au XVIIIe siècle, l'être humain, par sa raison, capable de se donner une éthique, c'est une affirmation forte et qui marque une rupture par rapport au monde médiéval. Mais il y a une cohérence à avoir. Si l'être humain, par sa raison, est capable d'un accès à la vérité, d'un accès par la science et par la métaphysique, s'il est capable de se donner une éthique, tout être humain est un être de raison. Mais par conséquent, il est capable aussi de prendre en main sa vie politique. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, si vous regardez ce qui se passe à la fin du XVIIe siècle, même déjà en Angleterre, il y a une relativisation du pouvoir royal. Alors, bien entendu, l'indépendance des États-Unis, la Révolution française, je cite même la Révolution belge, je ne vais pas en faire mais n'empêche, il y a des choses intéressantes là-dedans aussi. La fin du XVIIIe siècle se marque dans toutes les cultures européennes et États-Unis d'une montée en puissance du mouvement démocratique. Alors, du mouvement démocratique, dans une première formule où on n'a pas le suffrage universel, bien entendu, ce sont des démocraties qui sont en gestation, mais il y a une parfaite cohérence. Il y a une parfaite cohérence de se dire que l'humain, par sa raison, est capable d'un accès à la vérité, est capable de se donner une éthique, et par conséquent, il est capable de se donner des dirigeants. Donc, le concept de roi de droit divin, si vous voulez, tombe complètement à l'eau. Il n'y a pas de raison que la légitimation du pouvoir politique ne vient plus de l'extérieur au social. C'est Marcel Gauchet qui reprend la terminologie kantienne précisément. Il parle d'autonomie du sujet. L'être humain est autonome, hein, et par conséquent, il y a une triple autonomie du vrai, du bien et du politique qui caractérise la culture moderne. Le projet moderne, c'est cela. Le projet moderne, il faut bien voir que c'est un projet qui repose sur une sorte de confiance en l'être humain, un peu naïf d'ailleurs, certains diront, mais toujours est-il qu'il y a une sorte de foi dans l'être humain, de confiance dans l'être humain à la fin du XVIIIe qui est tout à fait impressionnante. Et qui prend d'ailleurs la forme, avec Condorcet notamment, le concept de progrès reprend ça. J'ai évoqué le progrès en parlant de Descartes et de l'écologie. Mais c'est clair que le concept de progrès, c'est un concept qui a une origine au XVIIIe siècle. Bacon en parle déjà au XVIIe. Mais n'empêche, si vous voulez, que le concept de progrès prend sa forme plus moderne, j'ai presque envie de dire, au XVIIIe siècle. À partir de ce moment, l'humanité se voit comme un processus historique, qu'elle est capable de gérer elle-même, d'une certaine manière, et vers une amélioration. Donc, ça correspond aussi au démarrage de la révolution industrielle. Hein. Donc, à la fois, si vous voulez, une montée du discours théorique scientifique, une montée du discours industriel, le capitalisme qui commence à se mettre en place, tout ça forme un agrégat qui conduit, si vous voulez, à renforcer le projet moderne autour du concept de progrès. Progrès par la démocratie,
progrès par la capacité de se donner une éthique, progrès par la science et par la philosophie. C'est ça le projet moderne. C'est ça le projet moderne. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que c'est un concept qui a de la pertinence en 2023? Quelles sont les conséquences de laisser tomber ou non le concept de modernité? Pour bien réfléchir à cela, j'ai mis dans le titre crise de la modernité. Ça veut dire quoi, crise de la modernité? Ça a un côté paradoxal, parce que si vous voulez, dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 à 75, on pourrait dire que c'est une sorte de réalisation de l'intuition moderne. Il y a les droits de l'homme, il y a comment dire, le suffrage universel au niveau politique. Et alors, au niveau des progrès par la science et par la technologie, ça va au-delà de ce qu'on a imaginé. Newton ne pensait jamais que lui-même mettrait les pieds sur la Lune. Claude Bernard ne pensait jamais qu'on ferait des manipulations génétiques. Sur le plan strictement technique, la science rencontre ses objectifs bien au-delà de ce qu'il avait espéré. Mais il y a quand même quelque chose de très impressionnant dans ce sens-là. Et malgré ça, on parle de crise de la modernité, mais depuis le début du siècle. Pourquoi? Si vous voulez, il y a les événements et il y a les théories. Mais même au niveau des événements, la modernité est interrogée. Pourquoi? Prenez les guerres. Vous savez, chez Kant a des textes sur la paix perpétuelle. À partir du moment, si vous avez cette idée que l'humain est un être de raison, mais Kant dit, même au niveau des États, quand il y a un conflit entre États, mais le recours à la violence, c'est là une faiblesse, c'est d'un manque d'intelligence. S'il y a un conflit, et on en discute, Kant va jusqu'à imaginer des États supranationaux. D'une certaine manière, la Société des Nations ou l'ONU, c'est des mises en œuvre d'une intuition kantienne que vous trouvez dans ces textes de la fin du XVIIIe. Autrement dit, la guerre n'a rien de moderne. Parler de guerre moderne, c'est parler d'un échec de la modernité. Du côté de ceux qui pensaient la modernité au point de départ. L'idée est d'un progrès d'une société où on ne recourt plus à la violence et où on recourt au dialogue pour régler les questions. Alors, vous comprenez qu'on en est loin. Stefan Zweig, c'est pas vraiment un philosophe, c'est plutôt un philologue, un romancier, un nouvelliste, quelqu'un qui écrit remarquablement et qui a une lucidité absolument incroyable. Stefan Zweig, c'est un juif qui vivait à Vienne, et qui connaît très très bien le milieu juif, c'est un grand ami de Freud, qui a senti venir les dangers du fascisme allemand, et donc il s'est réfugié à Londres avec Freud d'ailleurs, qui est mort en 1940, et c'est Stefan Zweig qui a prononcé son oraison funèbre. Stefan Zweig ensuite s'est réfugié au Brésil, où avec sa femme ils se sont donné la mort en 1942. Parce qu'ils ne supportaient pas d'être des survivants, si vous voulez, en sachant très très bien tout ce qui se passait en Allemagne. Mais il a un ouvrage de mémoire d'un Européen qui date, c'est un ouvrage posthume, mais qui date de 1939, qui n'est pas du tout un ouvrage dépressif, c'est un ouvrage d'analyse lucide de ce qui s'est passé, et qui montre comment la guerre de 14, il ne parle même pas de la guerre de 40, la guerre de 14 a été une sorte de moment de désespoir de tous ceux qui croyaient en la modernité. C'est l'échec de la modernité, la guerre de 14, pour quelqu'un comme Stefan Zweig. Donc, au fond, la raison n'a même pas su nous éviter la guerre. J'ai presque envie de dire pire. Dans le phénomène de colonisation et dans les phénomènes de décolonisation, mais la raison a été utilisée comme moyen de domination. De domination des peuples, comme moyen de non-respect des peuples, comme moyen de destruction même de certaines cultures. Si vous voulez, c'est un des gros problèmes de la modernité de n'avoir nulle part anticipé le problème du relativisme culturel. C'est clair que les modernes considéraient que l'Europe occidentale et les États-Unis étaient la partie la plus avancée, si vous voulez, de l'humanité, les autres étant des primitifs, entre guillemets, par conséquent pas dignes de respect. C'est effarant. Quand vous regardez ça avec 100 ans ou 150 ans de distance, c'est effarant. Mais c'est quand même bien l'idéologie moderne
Hein, l'être humain qui se définit comme capable de se donner une éthique et capable d'être en avance sur son temps, qui a permis, si vous voulez, cette problématique d'une colonisation où une partie de l'humanité prend le contrôle quasi de l'autre moitié et en considérant comme les habitants comme s'ils n'existaient pas. Donc il y a là quelque chose de très choquant qui choque nos sensibilités contemporaines, mais qui ne choquerait pas les sensibilités au XIXe siècle, mais tout simplement à cause de l'idéologie moderne, à cause de cette idée d'une historicité allant vers le progrès, et le progrès venant de la science et de la technologie, et tous ceux qui n'en étaient pas étaient restés dans l'obscurantisme. Il faut bien voir que la colonisation, un des discours de la colonisation, c'était de porter les lumières de la raison à tous les peuples qui étaient restés dans l'ignorance et dans l'obscurantisme. Donc là, la question du relativisme culturel est une question tout à fait fondamentale posée au projet moderne. Troisième difficulté, je dirais, événementielle, je dirais, hein, c'est que si Descartes avait raison, on devrait tous penser la même chose. Hein. Or, dans le champ scientifique, ça a plus ou moins marché. Paradoxalement, j'y reviendrai, dans le centre d'éthique, ça n'a pas si mal marché que ça. Si vous prenez les droits de l'homme, on est quand même dans un registre, alors ça se discute, mais n'empêche, si vous voulez, qu'il y a un effort qui a été fait dans ce sens. Mais dans le rapport aux significations, dans le rapport, par exemple, à la question de l'existence de Dieu, dans le rapport des rapports entre religions, ben, la modernité ne peut faire qu'une chose, c'est de constater qu'il y a un irréductible pluralisme. Je reviendrai éventuellement là-dessus, mais n'empêche que ça fait partie de la crise de la modernité et de l'échec du projet moderne de vouloir résoudre tous les problèmes par la rationalité, pour dire les choses un peu simplement. Et dernier point, bah, il va de soi, après tout l'exposé que j'ai fait en première partie, que les problèmes écologiques qu'on a sur le dos maintenant depuis une quarantaine d'années, ben, ce sont les produits d'un rapport moderne à la nature. Et que par conséquent, la crise écologique est bel et bien une dimension de la crise de la modernité. Je reviendrai aussi sur ce sujet. D'autre part, alors, vous savez que pour parler de crise de la modernité, il y a aussi toute une réflexion théorique. Je ne ferai que les évoquer, hein, je ne vais pas développer des gens comme Marx ou Nietzsche, qu'on appelle les maîtres du soupçon. Précisément pourquoi Ricoeur les appelle-t-il les maîtres du soupçon? Mais parce qu'ils portent le soupçon sur la raison. Aussi bien Marx que Nietzsche. Pour Marx, le moteur de l'histoire, ce n'est pas la raison, contrairement à ce que dit Hegel, ce sont les contradictions à l'intérieur du système économique. Pour Freud, le moteur du comportement humain, ben, ce n'est pas l'éthique, contrairement à ce que dirait Kant, mais c'est bien les pulsions du ça qui relèvent de l'incontrôlable. Par conséquent, on est dans le soupçon par rapport à la raison. Et chez Nietzsche, la raison, c'est vraiment l'illusion que l'être humain utilise pour se donner de l'importance et pour ne pas voir qu'il est seul et qu'il devient absurde. Ah, Nietzsche, vous savez que c'est le lieu de la déconstruction la plus radicale. Seul l'art échappe un peu. Pour Nietzsche, l'art est un lieu important de vivre authentique, donc de grandeur de l'humain. Mais donc, il y a bien crise de la modernité. Quand on voit les choses en termes historiques, les 30 glorieuses ne sont qu'à un moment donné de l'illusion, et parce que si vous regardez toute la problématique de la colonisation, ça date et les guerres de décolonisation datent aussi de ce moment-là. Mais je veux dire, les questions posées par Marx sur Nietzsche, toutes les problématiques des guerres, donc la crise de la modernité est bel et bien là. Ceci dit, bon, quelles sont les solutions? Je veux dire, quelles sont les postures possibles et quelles sont les postures souhaitables? Ce sera mon point suivant, qui sont les propositions contemporaines. Alors, dans les positions contemporaines, je commence par une qui vous parle du déni de la crise. C'est un déni conscient ou inconscient. Il y a des gens qui décident d'autres qui ne décident pas, mais toujours est-il que ils sont de moins en moins nombreux. Mais je puis vous dire qu'en 1980, la crise de la modernité, beaucoup en parlaient, et je puis vous assurer que, en tout cas en Europe occidentale, l'ensemble de la classe dirigeante vivait sur le déni de la crise. La question écologique n'était pas prise au sérieux. Quand on parlait de crise de la rationalité, n'allait pas pousser les choses trop loin. Autrement, et c'est très concret, hein, si vous voulez, je participe moi-même je suis membre du Conseil supérieur de la santé en Belgique. Il y a des débats très techniques dans certains domaines où le véritable enjeu,
il y a des gens qui refusent qu'on soit critique par rapport à un discours technique, et il y en a d'autres qui trouvent évident d'avoir une posture d'abord d'analyse critique. Mais là, ceux qui refusent d'être critiques, c'est des gens qui restent dans la logique d'un progrès et qui voient toute critique de la technique comme une critique de la modernité. Donc, il y a encore une part importante de déni de la crise. Prenez la mondialisation. Prenez, la mondialisation a été menée sans aucune réflexion sur la problématique du relativisme culturel, sans aucune réflexion sur la problématique du respect des autres cultures et du respect des personnes. Donc, vous voulez, le mouvement dominant avant 2000, c'était le déni de la crise. C'est fort à dire, mais je pense que signaler ça, c'est quand même important. On est dans un registre, nos classes dirigeantes ont découvert la crise très récemment. Et d'ailleurs, quand vous voyez toute la problématique du climato-scepticisme, les marchands de doute, vous savez qu'il y a un excellent ouvrage intitulé Les marchands de doute, il y a des millions de dollars qui ont été dépensés pour distiller le doute par rapport à par exemple, la crise climatique, dans des institutions qui avaient toutes les informations, qui étaient très au courant du fait qu'ils distillaient des fake news. On a démontré ça, même récemment, que des grosses multinationales, à la fois mettaient de l'argent pour démontrer qu'il n'y avait pas réchauffement climatique, tout en étant convaincus qu'il y en avait un. Hein, on est là vraiment dans des choses... Donc la question du déni de la crise, c'est tout sauf secondaire. Deuxième attitude, que l'on trouve aussi dans notre monde, c'est le retour de religieux. Le retour de religieux, pensez, si vous voulez, comme... Au fond, il y a un monde qui se réjouit de la crise de la modernité, parce que la modernité était perçue comme quelque chose d'anti-religieux, ce qui n'est pas le cas, mais enfin, peu importe. Le monde des religieux sont en général très, très méfiants par rapport à la culture moderne, bien entendu, puisqu'il y a l'autonomie du sujet. L'autonomie du sujet est souvent perçue comme une sorte d'orgueil par rapport à une relation, à un transcendant auquel il faut se soumettre. Bon. Donc, le diagnostic du monde religieux, c'est de dire réjouissons-nous de l'échec de la modernité et revenons à un système où on met l'église au milieu du village, si vous voulez, et où donc le retour à un système de signification religieuse qui devient dominante. Ça, c'est ce qu'on appelle pour moi le concept d'intégrisme religieux, c'est cela. C'est le regard complètement négatif sur la modernité et la volonté de retour à des sociétés prémodernes. On trouve ça dans le monde chrétien. Écoutez, toute la problématique des créationnistes aux États-Unis. La droite américaine est créationniste. Il y a des millions de dollars qui sont mis dans des universités qui sont créationnistes et qui refusent la problématique de l'évolution des espèces. Et derrière cela, ceux qui refusent, c'est la société moderne. C'est pas seulement cet aspect si vous voulez, scientifique. C'est globalement la société moderne. Alors bien entendu, les intégrismes religieux, on parle seulement aux musulmans, mais on pense aussi au monde juif. Regardez ce qui se passe en Israël. Donc cette dynamique d'un retour du religieux est plus complexe qu'on ne le pense. L'hindouisme en Inde, hein, même la manière dont même en Europe, prenez la posture polonaise ou hongroise par rapport à la place du religieux dans la politique, on est vraiment dans des choses qui sont plus difficiles qu'on ne le pense. Donc le retour du religieux, pour résoudre la crise de la modernité, c'est une tendance qui est non négligeable. Troisième posture, qui est ce que moi j'appelle la postmodernité relativiste. Alors je mets relativiste pour être clair, parce que je trouve que le discours philosophique a cette force de la clarté. Alors dans la postmodernité, il y a des gens qui mettent un peu n'importe quoi, mais si vous voulez le mot post, ça veut dire après. Hein. Alors effectivement, si on met tout ce qui vient après 2000 dans la postmodernité, c'est pas du tout éclairant. Moi, je pense qu'au contraire, que je ne considère comme postmoderne que les gens qui critiquent la modernité, qui par conséquent sont relativistes. Pas par conséquent. C'est la posture une posture forte de dire, c'est une posture relativiste. Donc, ça veut dire quoi? On parle d'abandon des grands récits. C'est Lyotard qui caractérise ça dans plusieurs de ses ouvrages. Ça veut dire,
L'abandon des grands récits, ça veut dire laisser tomber toute visée d'universel. Mais que ce soit dans la vérité, que ce soit dans le rapport au bien, que ce soit dans le rapport aux politiques. Donc sur les trois thèmes, si vous voulez, qui caractérisent la modernité, il faut abandonner toute visée d'universel. Au fond, quelque part, pour bien comprendre la postmodernité relativiste, il faut bien voir que ça vient essentiellement du monde de philosophes intellectuels qui ont pris acte de la crise de la modernité, qui ont pris acte du fait que la modernité a conduit à des extrêmes tout à fait insupportables, et donc il s'agit que la visée d'un universel s'accompagne en général, si vous voulez, d'une logique d'imposition d'une idée à un peuple qui n'en veut pas. Donc, je veux dire, l'idée des relativistes, de la postmodernité relativiste, est au contraire de dire, donc laissons tomber toute perspective d'universalité, que ce soit dans le rapport au vrai, que ce soit dans le rapport au bien, laissons vivre les gens comme ils veulent, et essayons de trouver quelques règles de fonctionnement très pragmatiques qui n'ont rien d'éthique, mais qui fait qu'on sait survivre ensemble. Donc c'est la valorisation du différent. C'est la posture postmoderne, relativiste. Alors vous me direz, bah, c'est pas mal comme posture. Oui. Le seul problème, c'est que si vous dites qu'il n'y a pas de vérité, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus d'erreur. Ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi. Si vous dites qu'il n'y a pas de valeur universelle partagée, ben, ça veut dire que vous ne pouvez pas condamner Hitler. Il faut bien savoir qu'Hitler avait une éthique. Lisez Mein Kampf, vous aurez l'éthique d'Hitler. Et là, la force et la faiblesse d'Hitler, c'était cohérent par rapport à son éthique. Et qu'est-ce qui s'est passé à Nuremberg en 1945? Il y a une éthique universaliste qui a condamné une éthique particulière. C'est l'éthique d'Hitler qui a été condamnée, autant que les personnes qui l'ont mise en œuvre. Donc, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que, au-delà du côté sympathique de la posture relativiste, il faut voir que les enjeux sont énormes. Je ne m'attendais pas, personnellement, à vivre une période de ma vie où le président des États-Unis était complètement relativiste. Quelqu'un comme Trump, il a toutes les caractéristiques de l'homme postmoderne relativiste. Quand le GIEC lui dit « Attention, le climat va vers la catastrophe », il vous répond « Moi, j'ai une autre vérité ». Quand le Ku Klux Klan fait des manifestations au sud, il vous répond « Moi, il n'y a pas de valeur universelle, chacun pense ce qu'il veut ». Et conclusion des conclusions, quand il perd les élections, eh ben, c'est la violence. Pour Kant, le droit, l'éthique, c'est la meilleure médiation contre la violence. Si vous laissez tomber une confiance en la raison, il ne reste plus que la violence dans les rapports de force. Et c'est la raison pour laquelle je défends, si vous voulez, ce que j'appelle une modernité critique. Une modernité critique, c'est quoi? C'est une modernité qui essaye de tirer des leçons d'histoire. C'est clair que la modernité a été, dans l'histoire, la raison a été utilisée comme moyen de domination, d'oppression et même de négation des autres cultures. Ben, il faut prendre ça en compte. La raison est finie. Donc, le concept de la finitude de la raison me paraît un concept tout à fait important. Et ce concept de finitude de la raison, si vous voulez, on peut le développer dans trois domaines. Vous savez que Habermas distingue plusieurs modalités de fonctionnement, je dirais, de la raison. Plusieurs types de questionnement. Il y a la raison épistémique, c'est la raison en tant qu'elle donne accès à la connaissance. Il y a la raison éthique, c'est la raison en tant qu'elle permet de penser les critères éthiques. Et c'est la raison herméneutique, qui est la raison en tant qu'elle est au service d'une recherche de signification. Bon. Mais rien que distinguer ces trois types de raisons, c'est déjà une manière de faire éclater, si vous voulez, ce qu'il y a de totalisant, par conséquent de totalitaire, dans une perspective rationaliste. Bon. On est donc déjà dans une première considération de la finitude de la raison, en distinguant les trois usages de la raison. Et dans chacun de ces usages, d'une certaine manière, dans la finitude de la raison épistémique, il y a un concept que vous pouvez toujours trouver intéressant, qui est le concept de connaissance critique, que vous trouvez développé par Ladrière dans son bouquin Les enjeux de la rationalité. C'est quoi la connaissance critique?
c'est une connaissance qui est à la fois consciente de sa force, mais consciente aussi de ses limites. Un biologiste est capable d'expliquer beaucoup de choses, mais le biologiste n'est pas un sociologue, le biologiste n'est pas un psychologue, et si vous voulez travailler en interdiscipline, le biologiste est obligé d'admettre que tout le discours, par exemple freudien sur l'inconscient, s'échappe complètement même à ces catégories. Autrement dit, si vous voulez, dans le concept de connaissance critique, il y a à la fois une reconnaissance de la force de la science et une visée d'une conscience des limites de chaque discipline. C'est uniquement une telle perspective qui permet, si vous voulez, d'une part, d'un travail en interdiscipline, et d'autre part, qui permet la reconnaissance des autres types de rationalité. Un bon scientifique n'est pas seulement un bon technicien, on s'attendait à ce que ce soit quelqu'un ouvert à la question éthique, et d'autre part, quelqu'un qui soit ouvert à la question des significations. Dans le débat autour du darwinisme, par exemple, si vous voulez, il n'est pas du tout vrai, attendez, j'étais un peu vide là, mais enfin, il n'est pas du tout vrai, si vous voulez, que Darwin démontre que Dieu n'existe pas. Dans le débat entre théorie de l'évolution et discours religieux, si vous distinguez la problématique de la rationalité épistémique de la rationalité herméneutique, vous avez déjà une place pour une interprétation de chacune des positions. Donc, première chose, si vous voulez, de Ladrière, il y a un deuxième élément qui n'est pas repris ici, que je voudrais quand même signaler, c'est que les critiques de la sociologie des sciences a fait un travail tout à fait remarquable pour montrer que la science n'est pas neutre sociétalement, que la science est toujours au service d'intérêts, pour dire les choses même en termes habermasiens. Mais ce qui me paraît important de voir, c'est qu'il y a une pertinence dans les critiques sociologiques de la science qui ne sont pas incompatibles avec une conception de la science, une sorte de neutralité de la science sur le plan épistémique. Donc, si vous voulez, la sociologie des sciences, qui est parfois perçue comme relativisante, n'est pas nécessairement relativisante. Elle dit des choses importantes, mais qui ne conduit pas nécessairement à une dévalorisation du discours scientifique. À titre d'exemple, à propos du Covid, pour prendre un exemple quand même très, très, très travaillé, c'est vrai, de nombreux observateurs regrettent les bénéfices énormes qu'a fait l'industrie pharmaceutique à cette occasion-là. En Europe, beaucoup disent que c'est lié à un très mauvais contrat, parce que bien entendu, tout ça fait l'objet de contrats de l'Europe avec l'industrie pharmaceutique. Mais il n'est pas contradictoire de dénoncer un mauvais contrat sur le plan économique et en même temps de rendre hommage à l'efficacité de l'industrie pharmaceutique et à l'efficacité de la méthodologie scientifique pour gérer le problème. Vous voyez, cette distinction entre le point de vue épistémique et le point de vue sociologique paraît importante. Mais une posture critique par rapport à la science, c'est une posture qui reconnaît la force et en même temps qui souligne les limites. Il emmène c'est quoi l'usage éthique, l'usage de la rationalité éthique, le regard critique en rationalité éthique, c'est effectivement ce sont souvent les post-kantiens, tels qu'Habermas, même que Ladrière, tels que donc il y a plein d'auteurs, si vous voulez, post-kantiens, qui bien entendu transforment l'idée de Kant d'arriver à des critères strictement rationnels, mais qui se dit, est-ce que Habermas parle d'une éthique de la discussion? Quand on argumente une éthique, quand on argumente un système de valeurs, on se convainc. On peut se mettre d'accord sur des valeurs. Et qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme pour beaucoup de philosophes? Les droits de l'homme, dans leur forme actuelle, les droits humains d'ailleurs, dans leur forme actuelle et qui peuvent évoluer. Mais quelque part, les droits humains, c'est quoi? C'est un premier effort de l'humanité de donner à elle-même une éthique. Alors, dans cette éthique, il faut distinguer les concepts de société qui fonctionnent bien, société juste, laquelle société juste prévoit le respect de chacun de ses valeurs. Mais vous voyez, le respect du pluralisme est quelque part au-dessus le fait que chacun puisse vivre en fonction de ses valeurs. D'où, si vous voulez, cette conception de valeurs partagées au niveau des droits humains et de conception particulière chacun de la vie bonne, et que c'est une articulation entre les deux que se trouve, si vous voulez, une posture que je qualifie de moderne critique. Parce que c'est une posture qui reste moderne en ce qu'elle fait confiance à la raison, mais qui est critique en ce qu'elle met le doigt sur les limites de la raison et l'importance d'un respect de la pluralité.
Donc, si vous prenez les droits humains, vous avez là des affirmations de valeurs communes qui conduisent à un respect d'une diversité. Et là, c'est tout à fait une posture qui prend en compte l'histoire de la modernité, mais qui prend en compte les limites de la modernité. Et dans le domaine politique, on est dans le même registre, si vous voulez, de la rationalité herméneutique. Je ne fais qu'une sorte de citation. John Rawls n'est pas ma tasse de thé, mais enfin bon, une société démocratique moderne est caractérisée non seulement par une pluralité de doctrines compréhensives, morales, philosophiques et religieuses, mais aussi par le fait que ces doctrines sont incompatibles entre elles, tout en étant raisonnables. Vous avez une formulation fantastique là. Vous faites confiance à la raison, mais la raison est incapable d'arriver à une sorte de consensus en matière de signification. Ça mériterait d'être développé. Si vous partez les preuves de l'existence de Dieu sont traitées dans la critique de la raison pure par Kant de manière absolument remarquable. Il montre qu'il n'y en a pas une qui tient. Mais sa conclusion n'est pas de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Sa conclusion est de dire c'est au-delà des compétences de la raison pure théorique en tant qu'elle donne accès à la connaissance de résoudre la question. Autrement dit, personne ne sait si Dieu existe. Et personne ne sait s'il n'existe pas. Et pourtant, chacun organise sa vie en fonction du fait qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Mais ça veut dire que ça conduit, si vous voulez, une telle position conduit à ce qu'on pourrait appeler je vais un peu trop vite, à ce qu'on pourrait appeler une conviction critique. Une conviction critique, c'est une conviction raisonnable, ça veut dire compatible avec la raison, mais pas rationnelle, parce qu'une conviction rationnelle, ce serait une conviction que la raison impose. À certains égards, si vous voulez, les théories de l'évolution biologique qui relèvent de la rationalité épistémique, on pourrait dire qu'elles sont rationnelles. Tout être humain qui prend la peine de revoir toutes les raisons et toute l'histoire de la biologie qui conduit aux théories de l'évolution arrive à la même conclusion. Par contre, si vous voulez, donc on pourrait dire là qu'on est dans une dynamique rationnelle. Dans le champ de l'herméneutique, dans le champ de la signification, on reste dans une logique raisonnable, compatible avec la raison, mais non rationnelle parce qu'au fond, la raison ne nous amène pas à une certitude apodictique d'une position. J'en arrive à mon moment conclusif, si vous voulez. J'en arrive à mon moment conclusif qui revient à dire que la crise écologique que j'ai caractérisée dans la première partie est clairement une des dimensions de la crise de la modernité et que d'une certaine manière, pour sortir de la crise écologique, on peut se mettre dans une perspective de modernité critique. Pourquoi ne pas abandonner la modernité ? Parce que si vous ne faites plus confiance à la raison, qu'est-ce qui reste ? La violence. America First. Toute perspective universelle qui tombe, ça veut dire chacun va travailler pour soi. Et à certains égards même, si vous ne faites plus confiance à la science, la question écologique ne se pose même pas. Comment vous allez... Et la science me paraît à la fois quelque part à l'origine du problème, mais c'est un élément incontournable de la solution. Donc, et ce n'est pas en renonçant à une vérité, à une visée de vérité, que l'on va résoudre le problème. Donc, d'une certaine manière, si vous voulez, le concept de modernité critique, en continuant à faire confiance à la raison, en continuant à faire une confiance critique à la science, on continue à faire confiance critique en la raison comme moyen de se mettre d'accord pour une éthique partagée. Et en continuant à faire confiance à la raison pour construire un monde où il y a une reconnaissance d'une pluralité dans le domaine des significations. Il faut savoir que Kant, c'est un gars qui est venu après, juste à la fin des guerres de religion. La problématique de la violence en lien avec la religion, c'est une problématique tout à fait fondamentale. Et ce n'est pas en laissant tomber une confiance en la raison que l'on facilitera le problème. Autrement dit, si vous voulez, cette confiance critique en la raison, qui est une deuxième modernité. Jean-Marc Ferry, un philosophe belge tout à fait intéressant, développe ce concept d'une deuxième modernité, ou d'un regard critique, une modernité critique, on est dans le même registre. D'une certaine manière, si vous voulez, cette confiance à la raison renouvelée, mais de manière critique cette fois-ci, permettra à la fois de prendre en compte les sciences
et d'inscrire la transition écologique dans une dynamique qui donne place à l'éthique et qui donne place à la justice sociale et qui donne place à une pluralité de conception de la vie, une pluralité de systèmes de signification dans la problématique d'une rationalité herméneutique. Dans cette perspective, si vous voulez, à condition d'inscrire une triple dissociation, et ce sera le dernier point avant ma conclusion finale, si vous voulez. C'est pour évoquer pour lever tout malentendu. La modernité critique, c'est pas la science, c'est pas la société occidentale. Une société qui fait confiance en la raison, qui fait confiance aux droits humains, n'est pas nécessairement, d'ailleurs, n'est pas toujours le cas dans la société occidentale, mais il faut distinguer modernité critique et société occidentale. Si vous prenez, ça demanderait beaucoup de débats, bien entendu. Mais si vous prenez l'Inde, on ne peut pas dire que l'Inde soit une société occidentale. Vous avez quand même des efforts de démocratie, vous avez des efforts de droits de l'homme. Il n'y a pas de société parfaite. Hein. La Tunisie s'est mise dans une perspective d'un respect du pluralisme à l'intérieur d'une société majoritairement musulmane. Donc, autrement dit, la modernité, c'est pas l'Occident. La modernité critique, c'est, me semble-t-il, une manière de penser une société à l'intérieur de laquelle il y a un véritable pluralisme, et ce véritable, mais bien entendu, si vous avez une société avec 90% d'hindous, 90% de musulmans, 90% de chrétiens, aura des conceptions de la vie monde différentes. Donc, il y a une sauvegarde de la diversité. Mais en tout cas, il s'agit de distinguer modernité critique et société occidentale. Deuxième dissociation, c'est modernité critique et capitalisme. J'ai mis volontairement un S à capitalisme, parce que le capitalisme que l'on connaît maintenant, c'est un capitalisme purement financier. Dans les années 1950 en Europe, nous avions une société capitaliste, mais où d'une certaine manière, les financiers et les industriels avaient des préoccupations de la population avec qui ils vivaient. Maintenant, sous prétexte de mondialisation, on est quasi dans la logique financière, on n'est plus dans une logique de développement. Bien. Donc, la modernité qui s'est développée dans les faits en association avec le capitalisme, bon, ben c'est un effet historique, mais ce n'est pas un effet théorique. D'une certaine manière, la modernité critique doit être distinguée d'une logique strictement capitaliste et financière telle que celle qu'on la voit maintenant. Et troisième dissociation, c'est distinguer progrès et croissance. Je collabore avec l'UNESCO et on est en train de mettre au point une conférence le 13 mai d'ailleurs, qui porte comme titre un progrès sans croissance, surtout quand on mesure la croissance en termes de produit intérieur brut. Si vous voulez, si on arrive par la transition à mettre au point une société qui parvient à nourrir et à faire vivre décemment l'ensemble de sa population tout en respectant les contraintes environnementales, on aura fait des progrès énormes. C'est pas dit qu'il faut de la croissance pour ça. Donc oui, si on prend ces trois précautions qui sont plus qu'oratoires, il me semble que dans cette perspective, si vous voulez, la modernité critique, telle que je viens de la définir, prend acte du fait que la crise écologique est une dimension de la crise de la modernité et qu'elle propose des présupposés qui permettent de penser autrement le rapport à la nature. Le quatrième rapport à la nature que j'ai proposé est un rapport que je pourrais qualifier de moderne critique, de seconde modernité. C'est non seulement un rapport qui intègre les données de l'écologie scientifique, mais c'est un rapport qui va au-delà et qui appelle à entrer dans une dynamique de rapport aux animaux qui soit de respect dans la différence, peut-être même dans la hiérarchie, mais de respect et de responsabilité. Voilà l'essentiel que je voulais vous transmettre et je vous remercie de votre attention. That was a great presentation. I don't need once or twice for learning all the information. I need more time to see again and again, and I will enjoy it.
Thank you. Bernard, Thank you. no, thank you for you. So thank you. The festival April International says thank you. Me, Julio Corenaud, to say Thank you. Right. thank. It would be possible for me to have your recording. Yeah, Is, yes, of course. We will publish this video on Saturday. No, Sunday. on Sunday. Yeah, and I will pass you the link. I will Okay. send you the link. I hope you enjoyed it. This presentation like me. Okay. Thank you very much. Thank you very much to you. Muchas gracias por haber participado con nosotros, a Bernard Feltz, en la presentación Crisis Ecológica y Crisis de la Modernidad. Esto ha sido, en verdad, de muchísimo valor y esperamos nosotros haber dado un granito de arena para mejorar la Tierra con toda esta información. Le decimos muchas gracias. Thank you, Bernard. This is your house, this is your home. And again, very thank you. Bye bye. Bye bye. Thanks.